Bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire Trader différemment avec Ishimoku. Bonsoir Karen. Bonsoir Nicolas. Bienvenue à tous donc pour ce webinaire d'introduction, d'initiation à l'Ishimoku. C'est un webinaire qui va durer, je pense, autour d'une heure. Ce webinaire, pour les personnes donc, qui sont présentes, sachez qu'il sera enregistré, donc vous pourrez réécouter, le revisionner. Donc je suis Nicolas Chéron, stratégiste chez CMC Market et j'ai la chance d'avoir avec moi Karen Pelwal, spécialiste Ishimoku. On va revenir dans quelques instants sur ton curriculum vitae, si je puis dire, Karen. Donc bienvenue à tous, nous sommes le 26 novembre et je vais démarrer. Mais avant toute chose, et comme à chaque émission, je vous montre donc ces avertissements pour les risques, avertissements concernant les informations de ce webinaire, concernant les CFD. Voilà, je vous laisse en prendre note avant de commencer. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, nous allons faire un webinaire en 3 temps. Dans un premier temps, on va présenter la société CMC Market et Karen, puis on parlera de l'Ishimoku, des droits de l'Ishimoku, de son interprétation, et on finira par une analyse de certains actifs les plus tradés sur la plateforme. Je pense notamment au DAX, qui est très tradé sur la plateforme CMC Market. Alors, CMC Market, c'est une société qui a fêté l'année dernière ses 25 ans d'expérience, d'existence. Elle a une présence multinationale, internationale, dans 14 bureaux dans le monde. Vous avez des CMC Market, notamment en Australie, en Asie, ils sont très présents. Il y a 35 millions de transactions chaque année dans 70 pays qui sont réalisées par les clients de CMC Market. Alors en France, nous avons un bureau à Paris depuis 5 ans sur les Champs-Élysées. La société CMC est agréée par la FCA, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'autorité au Royaume-Uni. La plateforme CMC, c'est une plateforme innovante qui a été maintes fois récompensée, un service client qui est vraiment dédié à ses clients, des spreads compétitifs et puis, vous le verrez, une mise à disposition de nombreux contenus analytiques. Vous pouvez retrouver sur le site CMC dans la partie analyse des analyses que j'écris au quotidien. Et puis, vous pourrez retrouver aussi ce webinaire ainsi que les webinaires que je fais tous les matins. Ça s'appelle la matinale et c'est à 10h du matin. Ce soir, on va vous faire une présentation sur la plateforme Next Generation. Donc, c'est la toute dernière plateforme de CMC qui est disponible d'ailleurs sur ordinateur, mais aujourd'hui, les gens traitent de plus en plus sur tablette et sur smartphone. On va passer quelques-uns des 10 000 produits financiers de la plateforme. On en fera 2 ou 3. Et puis, vous le verrez, on a de nombreux outils graphiques dont Ishimoku fait partie. Et en plus des flux, si vous voulez, d'analyse et de vidéos que je fais, on vous donne accès à du Reuters, à un calendrier très complet. Voilà, donc on vous laissera découvrir cette plateforme et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à contacter CMC Market. On va maintenant passer à toi, Karen, puisque ce soir on est là donc pour parler d'Ishimoku. Alors, tu as eu le bac, je suppose, et ensuite, qu'as-tu fait de beau? Ensuite, j'ai décidé quand même de continuer mes études parce qu'avec le bac, on ne va pas très loin. Donc, j'ai choisi des études dans le domaine de l'économie parce que c'est ce qui m'intéressait. Et donc, j'ai fait une maîtrise d'économétrie, ce qui veut dire que je suis compétente particulièrement dans tout ce qui est statistique, modélisation de l'économie. Donc, les chiffres me parlent parfaitement. Les statistiques, je sais parfaitement les comprendre, les analyser et savoir ce qu'il y a dedans. Et j'ai une bonne connaissance des marchés financiers puisque mon diplôme était orienté finance de marché justement. Et j'ai investi très tôt sur les marchés financiers puisque j'ai commencé à investir en 1984 alors que j'étais encore étudiante. Donc c'était voilà. L'année de ma naissance. Quand tu naissais, moi j'investissais déjà sur les marchés financiers, exactement. J'achetais mes premières actions et ça aidait bien quand on est étudiant de gagner un petit peu d'argent. Voilà, au lieu de faire du babysitting, j'achetais Lafarge. D'accord. Voilà.
D'accord. Et donc tu es revenu sur les marchés il y a quelques années, mais cette fois-ci plus sur le marché des changes. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je suis revenue sur les marchés financiers dans les années 2005, 2006, 2007 et je me suis aperçue que les actions, c'était plus aussi intéressant qu'autrefois. Enfin, les conditions de marché avaient changé. Et donc, je me suis plus intéressée au Forex parce que, contrairement à ce que je faisais autrefois, bah, c'est devenu beaucoup plus technique et j'aime beaucoup ce qui est technique. Je ne suis pas très branchée sur le fondamental à fond et c'est ce qu'il faut faire pour les actions. Donc, ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Et le Forex est très technique, c'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé. Et par la suite, donc, j'ai découvert l'Ichimoku en 2009, et là, c'était vraiment la révélation, parce que d'un point de vue technique, c'est quelque chose de très oui, c'est très mathématique, l'Ichimoku. Exactement, c'est de la mathématique simple, mais ce n'est que de la mathématique, et on n'a pas à se préoccuper des fondamentaux. Donc sur le Forex notamment, sur les matières premières, c'est vraiment un très bon outil. D'accord. Tu publies au quotidien des analyses techniques donc sur Twitter. Tout à fait. Et à côté de ça, tu as également, en plus des analyses, des activités de trading. Oui, tout à fait, parce que l'analyse technique, c'est une chose, mais moi, j'aime bien mettre en pratique ce que je dis. Et donc, je suis aussi trader pour compte propre, c'est-à-dire que je gère mes propres comptes, mon patrimoine financier. Et on a eu la chance de t'attraper en fait, puisque tu es souvent entre deux avions. Récemment, tu faisais des formations, me semble-t-il, en banque en Asie, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors j'ai fait un tour en Asie et donc pour rencontrer aussi bien des gestionnaires de fonds que des traders en salle de marché. Et je travaille notamment aux États-Unis où je forme dans de grandes banques américaines des traders de salles de marché. D'accord. Alors, on va maintenant parler de ton livre, enfin de tes livres. Le premier livre que tu as fait, en fait, c'était vraiment pour créer du contenu en français, puisque je crois qu'il y avait que du contenu en anglais jusque-là. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand j'ai publié mon premier livre, donc j'avais lancé l'idée en décembre 2012 lors d'une conférence, c'était parce qu'il n'existait que 2 livres en anglais à l'époque. Et donc évidemment, le français n'étant pas réputé pour bien comprendre l'anglais, je me suis dit que c'était une bonne idée sans doute d'écrire en français ce qui existait en anglais. Et c'était surtout pour permettre de recadrer un peu tout ce qu'on pouvait trouver sur Internet, où il y avait quand même beaucoup de choses qui ne voulaient rien dire. Et donc l'idée, elle était là. Donc le premier tome n'est qu'un livre d'initiation, c'est-à-dire que j'y présente la théorie et un tout petit peu de trading, puisque à l'époque, même mes deux, on va pas dire concurrents, mais mes 2 prédécesseurs dans la littérature sur l'Ichimoku ne sont que des analyses techniques et donc n'avaient aucune partie de trading. Et j'avais quand même... Il y a Linton dedans, non? Linton, oui, David Linton, oui. Et Nicole Elliott, qui a été l'américaine qui a révélé à l'Occident l'Ichimoku, puisqu'elle travaillait pour une banque japonaise. Donc c'est comme ça qu'elle a découvert l'Ichimoku. Encore une femme. Encore une femme. On est beaucoup de femmes, parce que j'ai aussi une Allemande, qui s'appelle Karine Roller, et qui est allemande et qui fait aussi l'Ichimoku. Et je sais qu'en Australie, j'ai aussi la représentante Ichimoku est aussi une femme. Donc manifestement, c'est bien adapté aux femmes. Super. Voilà. Et donc ça, c'était le tome 1. Récemment, il y a eu le tome 2 qui est sorti. Donc à cette occasion, effectivement, tu m'avais demandé de rédiger une préface pour ce livre-là. Alors, il y a vraiment une partie qui m'a beaucoup plu, je trouve ça pourrait même faire l'objet d'un livre. C'est quelque chose qu'on retrouve peu dans les livres d'analyse technique et de théorie. C'est vraiment cette description de l'activité de trading que tu as faite, de parler de la peur, de l'euphorie, de tout ce côté émotionnel qui, je pense, met de nombreux particuliers en position défavorable et qu'il faut savoir dompter. Oui, tout à fait. Alors en fait, ce choix m'est venu à l'idée quand, à force de donner des formations, où les gens, je m'apercevais qu'ils étaient hyper attentifs quand je commençais à leur dire, à leur parler psychologie, à leur dire comment il fallait réagir dans telle et telle situation de marché. Et plus que la technique elle-même, en fait, c'était vraiment le côté psychologique qui les intéressait. Je me suis dit que dans un livre d'analyse technique, c'était bien de parler de la technique, puisque c'est le but du livre, hein, d'expliquer un outil, mais c'était bien aussi de recadrer l'activité. Et j'ai voulu montrer d'abord quelles étaient les émotions qu'un trader pouvait rencontrer, pourquoi certains
traders ou certaines personnes qui pensent vouloir se mettre au trading, qui pensent pouvoir trader et gagner de l'argent, n'y arriveront jamais, malgré tout ce qu'ils vont pouvoir investir, aussi bien en formation qu'en lecture de livres, qu'en tout. Il y a des gens qui ne pourront jamais trader parce que le cerveau ne le veut pas. Il faut bien comprendre que le trading est une activité intellectuelle, que ça touche le cerveau. Et donc dans ce chapitre qui est quand même assez long et bien détaillé, parce que je l'ai beaucoup travaillé, j'expose donc quels sont les différents biais et surtout comment on va pouvoir leurrer son cerveau pour justement arriver à contourner tous ces problèmes qu'on peut rencontrer. Et je donne à la fin donc toute une liste, une checklist en fait, de tout ce qu'il faut vraiment regarder avant de pouvoir de cliquer sur un marché. Cliquer avec une technique, c'est relativement facile, une fois qu'on maîtrise bien une technique quelle qu'elle soit, mais le cerveau, lui, il n'est pas forcément d'accord. D'accord. Il y a aussi des concepts, me semble-t-il, sur lesquels tu es allé un petit peu plus en détail. Oui, par exemple, les 3 bougies. Voilà, alors j'ai voulu aussi, comme ceux qui me connaissent un peu à travers mes analyses, me voient souvent parler de 3 bougies rouges, 3 bougies bleues, et de dire attention, demain ça sera bleu ou ça sera rouge. Et bon, les gens ne comprennent pas toujours ce que je veux dire par là, donc j'ai voulu expliquer comment je lisais les marchés. C'est-à-dire qu'il y a un indicateur qui s'appuie sur des prix, mais il faut comprendre ce que nous dit le marché. Et c'est cette lecture-là que j'ai voulu expliquer en disant c'est bien de regarder des bougies, mais c'est mieux de regarder la formation des bougies. On ne regarde pas nécessairement un avalement, une étoile filante ou que sais-je. Oui, ça c'est toujours a posteriori. Il faut regarder le marché travailler pour comprendre ce marché. Et les 3 bougies font partie de ce type d'analyse. D'accord. Donc tu as parlé du trading, tu as parlé des concepts type des 3 bougies. Il y a quelque chose de nouveau que tu as mis en avant dans ce tome 2 et que d'ailleurs tu nous as demandé d'implémenter sur la plateforme CMC qu'on verra juste après. C'est le double nuage. En fait, si j'ai bien compris la chose, c'est de pouvoir afficher le nuage dont on le verra qui est un outil d'importance, mais également de pouvoir afficher un nuage dans une autre unité de temps par-dessus le premier pour pouvoir donner une information supplémentaire. Oui, alors tout à fait. C'est-à-dire que le principe de l'Ishimoku, c'est de pouvoir jongler sur plusieurs unités de temps. Alors, soit on va prendre des écrans qui représentent différentes unités de temps, soit on va prendre ce système-là qui est très performant, notamment sur les unités court terme. C'est-à-dire que par moment, quand on va se trouver sur un niveau clé, mais que ça peut être un niveau quotidien, un niveau journalier qui sera clé, on va le projeter, ce niveau-là, donc à travers le nuage journalier et une droite particulière en journalier, on peut le projeter sur un écran 5 minutes. Et comme ça, on va voir nos prix qui sont en train de travailler en 5 minutes, puisque c'est notre écran de travail. On va pouvoir ces prix voir comment les prix travaillent sur un niveau qui est très, très éloigné, puisque ce sera un niveau journalier. Quelquefois, ça peut être un niveau hebdomadaire, voire mensuel. Et donc, ça nous permet de voir comment cette zone est travaillée, s'il y a des chances que cette zone soit dépassée ou au contraire fasse refluer les prix. Et donc, ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup en unité très courte. Et ça marche de façon très pertinente, notamment sur les unités 1 minute et 5 minutes, où on va projeter quelquefois carrément du mensuel ou de l'hebdomadaire. Et ça permet de mieux voir ce qui se passe et de pas, ce qu'on ne verrait pas. On ne va pas regarder une bougie mensuelle, ça n'a aucun intérêt. Même une bougie 4 heures, on ne la regarde pas se former. D'accord. Alors, il y a aussi quelque chose d'important, c'est que maintenant, ça fait 6 ans que tu as découvert l'Ishimoku, tu as déjà écrit le premier livre, on te voit souvent dans des salons de trading, d'analyse, tu fais aussi de la formation, donc tu as été amené en fait à rencontrer des spécialistes aussi dans leur spécialité propre, comme par exemple les fourchettes, l'héliotisme, des choses comme ça. Et je crois que tu as rajouté donc des parties dans ton livre où justement tu partages un petit peu avec des professionnels leur expérience, leur lecture, et tu le croises avec Ishimoku, c'est ça? Oui, alors ce que j'ai présenté dans ce livre-là, c'est une autre vue, c'est-à-dire qu'on peut utiliser l'Ishimoku seul, puisque c'est ce que je dis, et c'est ce que font les Japonais, c'est-à-dire qu'ils l'utilisent en indicateur unique sur leur écran, mais nous sommes des Occidentaux, on connaît d'autres outils, tels que, comme tu l'as dit, Fibonacci, Elliott, les points pivots, des choses comme ça, les fourchettes d'Ambrose, et on va pouvoir associer ces indicateurs à l'Ishimoku. Alors dans le livre, j'ai choisi de prendre un biais particulier, c'est-à-dire que peut apporter l'Ishimoku
a ses autres techniques d'analyse. C'est-à-dire, je pars du principe qu'un trader a déjà ses techniques à lui, qui ne s'appellent pas Ishimoku, et j'ai voulu montrer que si cette personne-là mettait aussi un Ishimoku sur son écran, ça lui permettait d'affiner son Fibonacci ou son Elliott ou les points pivots. Et donc, j'ai introduit, il y a plusieurs chapitres, donc un qui reprend le principe des droites de tendance, parce que ça c'est quelque chose qui est incontournable même avec de l'Ishimoku, tu l'utilises et vraiment c'est quelque chose de plus que pertinent, on ne peut pas faire l'impasse sur les droites de tendance, et donc j'ai parlé un peu des fourchettes d'Andrews, parce que les fourchettes d'Andrews sont des systèmes de droites de tendance. Ensuite j'ai repris Fibonacci, donc j'explique un petit peu ce qu'il en est exactement de Fibonacci, et pour montrer que quelqu'un qui ne trade qu'avec du Fibonacci, par exemple, va rechercher les clusters. Il va rechercher des zones. Alors les clusters, oui, pour que nos... Voilà, c'est ça. Ce sont des zones où plusieurs niveaux vont se rencontrer. Voilà. Avec différents Fibonacci qu'on va poser sur différents mouvements de prix, on va avoir des zones où on va retrouver des niveaux particuliers. Donc c'est ce qu'on appelle des clusters. C'est des zones où... C'est un terme que j'utiliserai ou que j'utilise de temps en temps aussi. Cluster, c'est quand on a un Elliotiste, toi Karen sur l'Ishimoku, moi avec une oblique et que les trois se recoupent en un point. Là, on sait qu'on a un point dur et c'est ça qu'on va appeler un cluster. Voilà, exactement. Donc tout à fait. Donc Fibonacci, on va voir qu'il y a des points durs comme ça, et l'Ishimoku va renforcer, dira, ou va par exemple nous dire aussi que tel ou tel niveau Fibonacci ne sera pas atteint parce que ça ne correspond à aucune droite Ishimoku. Voilà. Et on aura, donc j'ai fait appel à mon partenaire Ludovic Bertola pour... Que je salue au passage. Voilà, bonjour Ludovic. Pour écrire 2 chapitres, parce que ce sont ses spécialités. Donc un sur Elliott, donc comment l'Ishimoku peut nous permettre de valider des vagues. C'est le problème avec Elliott, c'est qu'on dit on est dans une vague. Alors 3, Elliott n'est pas une personne. Elliott est une technique de comptage, de décomptage en vagues des mouvements de marché. Voilà, exactement. Et donc le problème avec cette technique-là, c'est qu'on ne sait jamais si on a fini notre vague ou si on la démarre, ou est-ce qu'on en est dans la vague. Bon voilà, tout à l'avenant. Et donc l'Ishimoku nous permet justement de déterminer si on a bien commencé une nouvelle vague ou si on a bien terminé une autre vague. Et donc ça devient très, très important pour les Elliotistes qui ont ce problème d'incertitude. Et donc le dernier, ce sont les points pivots, donc toujours écrit par monsieur Bertola, qui là aussi donne d'excellents niveaux. On retrouve le même principe que Fibonacci, c'est-à-dire que quand on aura un point pivot journalier qui va se trouver sur une certaine droite Ishimoku, ça nous dit que ce point pivot-là, on va aller chercher, ou alors qu'il va vraiment faire obstacle, il va faire support, il va faire résistance. Donc tout ça, c'est très bien écrit et très bien expliqué dans le livre par M. Bertola. Et c'est vraiment un double apport, un apport de ces techniques-là à l'Ishimoku et de l'Ishimoku à ces techniques-là pour valider. Et puis, pour finir, donc, dans ce livre-là, étant donné que tu es une spécialiste du très court terme, je me souviens t'avoir souvent parlé de statistiques, de jouer des graphiques en 1 minute, en 5 minutes. Ça, c'est une des dernières parties que tu as ajoutées dans ce livre-là, donc pour les personnes qui veulent faire du scalping en quelque sorte, ou du très court terme. Du très court terme, voilà. J'aime pas trop l'appellation scalping, parce que pour moi le scalping c'est on va chercher 2-3 points et on sort. Donc c'est une technique de trading que je n'aime pas trop parce que je trouve que c'est plutôt épuisant qu'autre chose. Donc par contre je trade effectivement sur très court terme, c'est-à-dire que les 3 unités de référence ça va être 1 minute, 5 minutes et 15 minutes. Et là l'Ishimoku est extrêmement pertinent. Donc c'est pour ça qu'à la fin j'ai fait, ça a été assez difficile, prendre des écrans de 1 minute n'est pas toujours facile, mais j'ai choisi de faire un chapitre très complet sur la technique de très court terme. Bon, donc là, on a vraiment en fait, déjà le livre fait 2 ou 3 fois la taille du tome 1, je crois, et puis c'est 300 pages celui-là. Et c'est vraiment, donc là, on a tout, on a l'activité du trading, la lecture avec tes techniques, la comparaison avec d'autres techniques, d'autres professionnels, la notion de double nuage, le très court terme. Pour moi, je considère que c'est un livre qui est complet. En tous les cas, tu as dit tout ce que tu avais à dire. C'est exactement ça, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il n'y aura pas de tome 3 sur ce sujet-là, parce que je considère que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je n'ai plus rien à dire sur le sujet. D'accord. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va passer sur la plateforme, enfin on va faire des allers-retours entre la plateforme et un peu de théorie donc pour parler de l'Ishimoku. Succinctement, donc on va parler de l'histoire, d'où cela vient, de sa création, et puis on regardera sur la plateforme CMC ce que cela donne. On mettra chaque droite une à une jusque voir la construction totale de cet outil d'analyse, et puis ensuite on passera à une petite partie analytique. Donc...
Ishimoku, c'est un indicateur qui date de 68. Alors à cette époque-là, il devait sûrement faire des dessins sur du papier millimétré. Oui, sans doute. Enfin, de toute façon, les études pour créer l'Ishimoku ont commencé juste avant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, l'étude s'est terminée après et ce n'a été publié qu'en 1968. La totalité de l'indicateur a été publiée en 68. Donc, toutes les études se sont faites à la main sur des cours journaliers sur le riz. D'accord. Et ce qui est, il faut le préciser, c'est important. Pourquoi ? Parce que d'abord, il n'y avait pas d'ordinateur, donc on se rend compte du travail que ça demandait. Mais surtout aujourd'hui, quand je dis que j'utilise l'Ishimoku sur 1 minute, 5 minutes et 15 minutes, les paramètres restent les mêmes que ceux qui ont été utilisés pour le calcul du riz journalier en 1950. Ouais, voilà. C'est impressionnant. Et ça marche aussi bien, avec la même pertinence. C'est vrai que quand on va mettre un graphique du DAX tout à l'heure, j'en étais encore bluffé. On va voir à quel point ça encadre bien les cours. Alors ce qui est intéressant, c'est aussi la définition d'Ishimoku Kinko-yo. Donc, d'un coup d'œil, équilibre, graphique, c'est des notions d'importance, je suppose. C'est très important. D'abord, le coup d'œil, c'est-à-dire qu'on met un graphique, on a un Ishimoku dessus, on sait immédiatement ce qu'on est en train de faire, où vont les prix, etc. On passe pas 4 heures On passe pas 4 heures à chercher des droites à droite à gauche pour dire ça monte ou ça descend. On voit les prix, on met l'Ishimoku et on sait tout de suite si on est dans une situation haussière ou baissière, où on en est. Que nous dit le marché? Pourquoi? Parce que c'est un indicateur qui nous décrit les zones d'équilibre. Donc c'est un indicateur qui est extrêmement simple, on va le voir dans les constructions de droite après, c'est extrêmement simple et ça ne décrit que des équilibres. Donc on est toujours, quand on lit l'Ishimoku, c'est la question, je suis à l'équilibre ou je suis en déséquilibre. D'accord, donc la notion de tendance est ici appelée déséquilibre. Voilà, exactement. Exactement. Et donc c'est un indicateur de tendance. Puisque quand on est à l'équilibre, par définition, si on est à l'équilibre, c'est-à-dire que c'est une situation il n'y a pas d'acheteur ou de vendeur qui soit supérieur à l'un ou à l'autre. Il y a un équilibre entre les deux, donc on ne fait rien. Et donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de détecter des changements d'équilibre ou des sorties de la zone d'équilibre qui là vont être annonciateurs de mouvements puissants et c'est ça que le trader va essayer d'aller chercher. Voilà, tout à fait. D'accord. Et donc ce que je vois aussi, c'est que ça a été remis au goût du jour en 96. Plébiscité par les Japonais et donc en 2015 par toi-même. Non, mais il faut quand même savoir que c'est dans les salles de marché au Japon, il n'y a que de l'Ishimoku sur les écrans. Il y a des bougies japonaises, logique, et que l'Ishimoku, il n'y a rien d'autre. D'accord. Pour aller un petit peu plus dans le détail, donc tu vas jusqu'à dire que l'Ishimoku permet de détecter un sentiment de marché ? Oui, tout à fait, puisqu'on va savoir tout de suite si on est, voilà, c'est ce que je dis, en équilibre ou en déséquilibre. Donc, quel est notre sentiment? Est-ce que, pour le moment, on va considérer que sur un actif lambda, est-ce que pour le moment, la situation est stable, il n'y a pas vraiment de poussée dans un sens ou dans un autre? Ou alors, est-ce qu'on est en train de définir quelque chose qui va nous amener sur une hausse ou une baisse, suivant le cas? Mais ça nous donne effectivement le sentiment de marché. Et de voir que des prix, par exemple, vont stagner dans un nuage, ça nous dira que clairement, pour le moment, il n'y a rien à faire sur cet actif. Alors ça donne aussi la direction, la force de la tendance, donc ça je suppose que ça va être aussi l'inclinaison des droites de l'Ishimoku qui vont nous permettre de détecter cela. Et le nuage. Les zones de support et résistance, ça je pense que dans un clin d'œil, on va pouvoir le voir sur les graphiques. Oui, mais là où c'est intéressant, c'est justement ça apparaît immédiatement. On n'a pas à se poser la question de savoir où est le support et la résistance, et surtout en fonction des droites, on va savoir si c'est un support-résistance qui est fort ou faible. D'accord. Oui, puis ce qui est intéressant aussi comme notion, c'est que tout comme en chartisme, où on constate parfois qu'un actif arrive sur un point qu'il y réagit très précisément, quand on regarde dans le passé, c'était un endroit où ça a réagi. Là aussi, dans l'Ishimoku, parfois on va aller chercher des plats de nuages ou des choses comme ça qui vont nous donner des indications. Voilà. C'est-à-dire que l'Ishimoku, ça se regarde au milieu, à droite et à gauche. Alors, le dernier point, je trouve très intéressant, diminue les risques de faux signaux. Pour parler de ma propre expérience sur les marchés, quand on fait l'analyse d'un actif, il est très difficile de savoir s'il faut acheter, s'il faut vendre, si le signal est validé ou non. Et puis, on dit souvent que les traders vont opérer des trades de tendance ou bien des trades spéculatifs. Ici, l'Ishimoku, lui, en fait, va peut-être parfois mettre un peu de temps à délivrer un signal clair, mais une fois que ce signal est donné,
il est théoriquement puissant. Et donc, il empêche un petit peu ces nombreux trades spéculatifs qui sont un petit peu la bête noire du trader particulier. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va rentrer plus tard, ça c'est vrai, hein, on voit la différence entre nous deux, c'est-à-dire que toi, tu vas rentrer souvent plus tôt que moi. La seule différence, c'est que moi, je vais rentrer avec beaucoup plus de certitude parce que ce système étant complet, il va me dire, oui, là, il y a un démarrage d'une tendance, mais c'est certaines droites qui vont me valider le fait que cette tendance est bien active maintenant. Quelquefois, on a des démarrages qui avortent. Ça casse on casse une droite de tendance, on va casser un support, on va casser une résistance, et finalement, ça ne fait rien. L'Ishimoku, lui, va nous dire, ça va aller quelque part, ou ça va aller nulle part, donc on rentre ou on ne rentre pas. Et donc, ça permet de rentrer effectivement plus tard, mais avec plus de certitude. Donc au niveau de la gestion du money management, c'est intéressant parce que ça permettra de prendre des positions plus élevées. D'accord. Moi, juste trader, mais aujourd'hui, je me suis religieusement focalisé sur l'analyse. Et puis également, j'ai fait en sorte d'essayer d'avoir une vie à côté. C'est difficile de cumuler toutes les casquettes. Et donc, chez CMC Market, je vais m'entacher à surtout faire de l'analytique et puis à essayer de trouver des stratégies, des opportunités au quotidien, comme tu as pu le voir et comme on peut partager ensemble parfois, notamment sur Twitter. C'est là où l'Ishimoku est intéressant parce que même uniquement en stratégie, moi c'est pareil, pour le moment je ne trade plus trop pour des raisons de santé essentiellement, mais je fais donc plus de stratégie, un peu comme toi, et c'est vrai que l'Ishimoku nous permet de valider ou non une stratégie. On va avoir des idées par rapport à ce qu'on fait et l'Ishimoku va nous dire oui, ton idée est bonne, non, ton idée est mauvaise. D'accord. Alors on va maintenant passer à la construction de cet indicateur Ishimoku. Donc nous avons 5 droites. Voilà, donc il y a 5 droites. 2 droites qui vont fonctionner en même temps que les prix, un peu comme des moyennes mobiles, juste le calcul sera différent, mais elles fonctionnent comme des moyennes mobiles. On aura 2 droites qui vont composer le fameux nuage, donc en fait c'est un nuage, et on aura une droite qui est sans calcul, qui représente les prix et sera retardée sur le système. Alors je répète que les paramètres de base sont 9, 26, 52, et que ces paramètres-là, on ne les bouge pas parce que c'est ce que regardent tous les traders professionnels. Donc si vous changez vos paramètres, vous ne regarderez pas la même chose que les traders professionnels. Oui, c'est comme souvent on dit que les moyennes mobiles utilisées en banque sont les moyennes mobiles à 20, 50 et puis 200, et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'un indice boursier arrive sur sa moyenne mobile à 200 périodes, toute la planète en parle, Twitter, Bloomberg, etc. Donc voilà, c'est vraiment des paramètres qui sont utiles, et plus il y aura de personnes qui vont regarder ces mêmes paramètres, plus ça va aussi. On aura tous la même information au même moment. Si on change les paramètres, on aura des informations différentes, et là, pour le coup, on aura des faux signaux, puisque ce n'est pas ce que la majorité des gens vont regarder, et surtout les professionnels. N'oublions pas que dans ce marché-là, on est face à des professionnels qui, eux, vont brasser énormément au niveau des positions, etc. Au niveau des volumes, 90% des volumes des marchés actuels sont faits par le milieu professionnel. Donc je recommande toujours de lire ce que les professionnels lisent. On se met à leur niveau. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter un coup d'œil sur la plateforme. On va regarder peut-être donc ce que donnent ces fameuses droites. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas la plateforme CMC, donc là vous êtes sur ma plateforme. Vous avez ici la liste des produits. Ici j'avais quelques actions, et puis je sais que tout à l'heure on va regarder une matière première. Donc je vais mettre mes matières premières. Là, j'ai mon calendrier, mes news Reuters. Insights, c'est des messages que je mets dans la plateforme quand je fais une vidéo ou autre. Et d'ailleurs, je pense que notre enregistrement se retrouvera dedans. Et là, je vais prendre donc un graphique en grand que nos auditeurs puissent voir cela. Donc là, j'ai pris l'indice allemand, le DAX, que nombreux traders français affectionnent. En bas de mon graphique, donc j'ai le calendrier, les graphiques et les indicateurs. Et dans les indicateurs, en plein milieu, on retrouve l'Ishimoku. Alors on va y aller progressivement. En premier, on va prendre la Tenkan. Donc la Tenkan, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien la courbe, donc c'est la 9 périodes. Voilà, elle va être calculée donc sur 9 périodes. Ça va être l'équivalent d'une moyenne mobile courte. Certains traders professionnels en banque utilisent les moyennes mobiles 5, 8 et 21. Donc voilà, là ici c'est la 9 qui correspond à la 8. Donc c'est une droite qui va coller au plus près des prix. Elle va servir essentiellement d'alerte. Oui. Voilà, en gros, tant qu'on est au-dessus, on est en tendance haussière. Par exemple, ici, on a une séquence où on la casse, on est au-dessus et donc on est bien. Et puis là, on a une petite alerte.
Voilà, Et là, exactement. Elle va nous servir d'aide. Donc, elle ne se lit pas toute seule. Hein. De oui. toute façon, l'Ishimoku, on ne lit pas droite par droite. C'est un ensemble. Donc, Mhm. là, voilà, c'est la Tenkan qui est calculée sur 9 périodes. Donc, tu vas nous montrer comment on détermine les 9 périodes. Alors, ce que l'on fait pour les 9 périodes, c'est qu'à tout moment, donc, tu vas avoir une séquence de bougies. Tu vas prendre 9 bougies. On va donc prendre, si je me rappelle bien, le point haut et on va prendre le point bas et on va additionner le point haut, le point bas, le point médian. Non, 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 non. Dans le point du milieu? Non, on prend le point haut, le point bas, on les additionne, on divise par 2, ce qui nous donne le point moyen, pas médian. Ça nous donne le point moyen. Et donc, cette droite va nous représenter tous les points moyens. Donc, à chaque fois qu'on va bouger d'une bougie, notre cadre de 9 bougies va bouger. D'accord. Ah oui, voilà. D'accord. Et donc le point haut, bah, si on reste dans le même niveau, le point haut va rester le même, le point bas va rester le même, et auquel cas, notre droite ne bougera pas. Alors que si on prend une moyenne mobile, on va prendre les 9 clôtures, et à chaque fois qu'on aura une nouvelle bougie avec une clôture différente, ça va faire bouger la moyenne. Ouais, je vais vous mettre une moyenne mobile 10 par exemple, et on voit bien qu'une moyenne mobile, elle est toujours un peu arrondie, elle fait pas de plat, elle fait pas de seuil en fait. Alors sur celle-là, ça se voit pas trop, pas sur la Tenkan puisqu'elle est très courte, mais on va le voir justement avec la Kijun qui elle est calculée sur 26 périodes, donc prenant beaucoup plus de périodes en compte, on va se retrouver effectivement avec des plats qui sont beaucoup plus importants. Voilà. Donc là, on va avoir vraiment des paliers. Hein. C'est comme ça qu'on va les appeler. Ce sont des paliers. Et ces paliers vont nous donner des supports et résistances. Comme ces 26 périodes, ça correspond déjà à un bon nombre de périodes. Et ça nous montre bien un point moyen qui est long. Alors, voilà, toutes les interprétations vont se faire par rapport à cette droite. Alors certes, on peut pas lire l'ensemble on peut pas lire les droites une à une. Néanmoins, là, en tant qu'analyste technique, je suis complètement bluffé par la propreté de ce qui a pu se passer sur le DAX ces derniers temps. Je me souviens que les marchés étaient aussi en début d'année, et ici, on avait donné un signal, et puis quand on met donc cette Kijun, on a donc ici la Kijun qui a été testée plein de fois, puis on s'est mis baissier. Alors là, elle a été un peu travaillée difficilement, il y avait des gaps dans tous les sens, mais ici, je vois par exemple une ouverture et un test de la Kijun avant de repartir à la hausse. Ici, je vois qu'elle est gapée à la baisse et que ça entraîne une accélération. Très forte. Ici, ça c'est hallucinant, point parfait, on vient la toucher. Là, on la casse, on vient faire un pullback là. Voilà. Et alors, le matin des attentats, on ouvre pile poil dessus et puis on redémarre. C'est magnifique. Voilà, ça va vraiment être la droite de référence pour le trading. C'est cette droite-là qui va nous donner justement toutes ces informations et nous dire je reste dans le marché, je sors dans le marché, je rentre dans le marché. C'est la droite de trading. D'accord. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va regarder les petits nuages. Donc le nuage, donc lui, le Kumo. Voilà, le Kumo. Donc lui, il est composé de 2 droites. Donc il y aura une SSA qui est la moyenne entre les 2 autres droites qu'on a vues tout à l'heure, qui va être la moyenne entre la Tenkan et la Kijun, la SSA. Et alors la différence par rapport aux 2 autres droites qui se trouvent en même temps que les prix, on a bien vu que sur un prix, nos droites s'arrêtent immédiatement avec le prix, comme une moyenne mobile. Ici, le nuage, lui, il est prospectif, c'est-à-dire qu'il va être projeté dans le futur. Donc pour c'est la partie qu'on voit ici à droite des cours. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça, je disais tout à l'heure, l'Ishimoku, ça se regarde au centre, à gauche et à droite. Là, on va regarder la partie droite qui va nous donner le futur. Alors, en quoi c'est intéressant? C'est surtout parce que ça va nous donner les supports résistance futurs et nous donner un peu qu'est-ce qu'on peut espérer dans le futur pour notre marché. Donc, la SSA est calculée donc sur la moyenne entre la Tenkan et la Kijun et c'est elle qui va nous donner le volume du nuage, qui va nous faire un nuage épais ou très fin. Voilà, ça nous donne la volatilité. Donc, projeter 26 périodes en avant. Et l'autre droite, c'est la SSB, qui représente des grands plats, comme on peut le voir donc ici, parce que elle est calculée sur 52 périodes. Donc en fait, la SSB, c'est 2 Kijun
Hein, parce oui, puisque la Kijun c'est 26. Voilà. Et donc là, c'est 2 Kijun donc, calculés sur 52 périodes. Donc même principe, point bas, point haut sur 52 périodes divisé par 2. Et qu'on va projeter aussi dans le futur de 26 On voit que tu as fait de l'économétrie. Hein. Ah, voilà. Hein, ça demande des grandes études quand même pour faire des moyennes sur 2. Non, mais... Tout à fait. Et donc, c'est très intéressant parce que ça va nous donner vraiment des supports et résistances qui sont en béton armé. La SSB, c'est une droite de support-résistance qui est extrêmement forte. D'accord. Donc à ne pas négliger. Là, par exemple, on voit qu'on était arrivé dessus, que ça faisait résistance. On a gapé ça. On s'est arrêté dessus, on a clôturé juste dessus, d'accord. Puis on a dû la gaper pour la passer. Exactement. Donc c'était la première information. C'était le lendemain du discours où Draghi a dit qu'il ferait potentiellement du quantitative easing. Et on est revenu. Et le matin des attentats, on ouvre on ouvre à 0,01 point pile dessus. Voilà, exactement. Et en plus, c'était la Tenkan comme on l'a vu, non, la Kijun, comme on l'a vu il y a quelques instants. Donc, on avait vraiment, en fait, ça nous donnait le point bas des 10 dernières séances de pouvoir mettre, ne serait-ce qu'un Ishimoku. Il y a des personnes, par exemple, qui ne vont pas l'utiliser tout le temps. Mais moi, par exemple, je vais mettre mes droites, etc. Puis, si j'ai un petit doute ou que j'ai besoin d'une validation, hop, je vais mettre un Ishimoku, voyant la propreté de la chose ici. Alors là, voilà, là, il y a la propreté de la chose et il faut voir que le nuage était extrêmement épais en dessous. Oui. Donc la probabilité, même si on n'avait pas eu ces attentats, même si on n'avait pas eu cette bougie-là, on aurait continué puisqu'on avait un mouvement qui était quand même baissier juste un petit peu avant, qui descendait chercher la SSB, donc c'était brutal à cause des attentats, mais enfin, de toute façon, la droite, on allait la chercher. Mais l'épaisseur du nuage, et c'est là où c'est intéressant, l'épaisseur du nuage nous disait clairement qu'il y avait très peu de probabilité qu'on descende de plus bas. Ou alors ça aurait été traversé de façon très violente. Mais là, ça nous donnait aussi une information qu'il y avait de fortes probabilités qu'on rebondisse sur ce niveau-là. D'accord. Et la toute dernière, donc c'est Shiku. Voilà, alors que moi j'appelle lagging span, ça permet de, parce qu'en anglais to lag ça veut dire retardé, donc ça dit bien ce que ça veut dire. Donc cette droite, là on le voit parfaitement, quand elle est toute seule comme ça, ce sont les prix, il n'y a aucun calcul. D'accord, donc c'est les prix qu'on vient mettre avec un décalage en arrière. Voilà, le nuage était en avant, ici c'est 26 périodes en arrière, et attention, ce sont les prix en clôture, c'est-à-dire que les mèches sur les prix, les mèches que peuvent faire les prix ne seront pas visualisées. Donc là, par exemple... de toute façon, quand tu regardes des graphiques de moyen long terme, quand tu regardes des chartistes faire des figures propres, etc., c'est quand même beaucoup plus propre et respectueux de l'analyse graphique quand c'est un cours de clôture. Bien sûr, tout à fait. Mais il est souvent important aussi de voir ce que la bougie a fait dans son intégralité. C'est pour ça que tu as les deux avec l'Ishimoku. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on aura à la fois les prix, avec la mèche qu'on va pouvoir visualiser, et la lagging span qui, elle, n'aura plus. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, la lagging span étant retardée, on est dans le passé. Le passé, il est fini. C'est pour ça qu'on ne met que la clôture. La mèche, on n'en a pas besoin. La mèche, elle est actuelle. Oui. D'accord ? Là, on est dans le passé et ça nous donne quoi ? Cette droite-là, elle est là pour nous donner la mémoire du marché. Et donc, c'est elle qui va nous donner les validations sur les mouvements des prix. Donc, tant qu'elle ne nous donnera pas de validation par rapport à une envolée de prix ou une chute de prix, peu importe, enfin, un mouvement de prix quelconque, tant qu'elle ne nous donnera pas de validation, on ne rentrera pas dans le marché. Parce que de sa mémoire, on va sortir les niveaux qui ont été travaillés. On fonctionne par niveau. Là, par exemple, ce qui est intéressant ici, c'est quand elle passe par un gap. Voilà, ce sont des choses qui vont nous interpeller, qui vont nous dire que, oui, là, effectivement, on avait un niveau ici où on a travaillé. On a travaillé. Est-ce qu'on allait repartir à la hausse ou est-ce qu'on allait partir à la baisse ? Et bien là, on avait un gap. Elle est passée par le gap, c'était la validation. D'accord. Et ça, c'est notamment quelque chose dont tu parles souvent, je crois, quand tu fais tes analyses, tu dis on attend la validation. Tout à fait, ça je le précise tout le temps, parce que, alors effectivement, c'est pour ça que du coup on va rentrer en retard. Oui. C'est retardé, parce qu'on attend cette validation, mais seulement quand on a cette validation, on peut y aller les yeux fermés. D'accord. Tout est ouvert. Enfin, toi, tu y vas. Oui, moi j'y vais. Mais voilà, quoi. Et donc, on regarde la totalité. Voilà. Donc, tout simplement, sans rien décocher, vous avez donc l'indicateur Ishimoku complet de la sorte. Et donc ça, c'est quelque chose qui va nous permettre d'une part d'accompagner la tendance, d'autre part de définir des seuils de support et de résistance. C'est bien ça. Oui, tout à fait. Oui, non, mais... Et donc après, il y a tout un système, par contre, d'interaction.
Voilà, alors les C'est prix, ça? comme ces droites-là représentent des supports et résistances, comme on analyse le chartisme classique, on aura des interactions entre ces différentes droites. Oui, donc je casse une figure, je vais chercher la suivante, donc je casse ici voilà, la Tenkan, je donc vais chercher la Kijun. Je sors du nuage, donc voilà, donc ça il y a un c'est changement de tendance, d'équilibre. voilà, d'équilibre, hein, donc un changement. J'aime beaucoup cette notion équilibre-déséquilibre. C'est ça, c'est la notion d'équilibre, c'est pas autre chose. Hein, D'accord. Là pour le moment, on va dire que sur le DAX, quand on le regarde comme ça, donc puisqu'on est bien sorti du nuage et par le haut, donc on est haussier, mais c'est un déséquilibre haussier. Oui, voilà. Et on va voir ensemble comment définir et trouver peut-être les zones de résistance par la suite. Par contre, à ce niveau-là, on voyait qu'ici, c'était une zone d'équilibre. Alors, on a tenté une hausse. On tente de sortir par le haut, par le bas. On retente par le bas, on retente par le haut. On voit bien qu'ici, c'est une zone qui est travaillée, c'est une zone d'équilibre. Il n'y a pas... les acheteurs et les vendeurs sont d'accord entre eux. C'est un niveau qui leur plaît à ce moment-là. Oui, puis là, il n'y a pas la Tenkan et la Kijun qui vont dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a pas de choses qui accompagnent la dynamique. Et c'est ça qui fait qu'on était plus ou moins neutre, même s'il y avait une certaine volatilité. Voilà, exactement. Donc, suivant l'horizon de temps sur lequel on va se trouver, on le tradera ou on ne le tradera pas. On rentrera pas. Quelqu'un qui est sur long terme, il va attendre parce qu'il voit bien qu'il y a une indécision dans le marché. Oui, donc, on ne peut pas dire je vais dans un sens ou je vais dans l'autre, puisque les acteurs eux-mêmes ne savent pas dans quel sens ils vont. Donc, oui, ça je le répète un peu tous les jours. Il y a un marché haussier, il y a un marché baissier, et entre les deux, il y a neutre. Et quand le marché est neutre, on n'est pas obligé de se forcer à trader. Voilà. Donc ça, c'était pour les constructions et pour la visualisation. On va revenir un petit peu sur la théorie pour voir si... de toute façon, tu connais tout ça par cœur, donc on vient de... On vient de le raconter. Je l'affiche du moins pour que peut-être les spectateurs qui voient la présentation a posteriori puissent relire ça et bien comprendre. Donc, moyenne entre la Tenkan et la Kijun pour la SSA, point moyen sur 52 périodes projeté en avant pour la SSB. Donc voilà, ça c'est SSA et SSB, donc c'est les points qui constituent, c'est ce qui crée le nuage. C'est ce qui crée le nuage, voilà, tout à fait. L'interprétation du nuage, donc la tendance est donnée par le positionnement des droites. Donc quand la SSA est supérieure à la SSB, ça c'est comme pour les moyennes mobiles, une moyenne mobile courte au-dessus d'une moyenne mobile longue, c'est une tendance haussière, hein, réciproquement. Donc le nuage, ce qu'on va regarder, c'est son épaisseur pour voir, comme on l'a vu là, donc sur le DAX par exemple, quand on voit que un nuage est très épais, ça nous donne un support résistance qui va être fort. On va regarder aussi au moment où se croisent les deux droites, ça nous donne un twist, ce qu'on va appeler le twist. Oui, ça j'aime bien. Voilà. J'en montrerai de temps en temps. Voilà, c'est quand on a un nuage extrêmement faible en fait. Alors, il y a le nuage faible, c'est-à-dire qu'il y a eu une absence de volatilité à un moment donné. Mais là, il y a le twist, c'est pire. Croisement. Voilà, c'est les deux droites qui vont se croiser et qui vont nous donner une situation inverse. Et le twist est intéressant, surtout quand on le regarde, quand on le voit apparaître dans le futur, parce que ça va nous donner un endroit faible. Hein, puisqu'on aura le nuage sera plus épais. Ça donnera une chance au marché d'inverser la vapeur. Voilà, c'est-à-dire que si le marché a envie de changer de tendance, c'est un endroit par lequel les prix peuvent passer. Il faut être logique, hein, c'est un petit peu comme un jeu d'obstacles. Si l'obstacle est épais, ça ne passera pas. Si l'obstacle est faible, ça passera. Oui. Donc là, en l'occurrence, si on voit qu'il y a un twist et que les prix en sont proches, on va se méfier. Parce qu'un mouvement un petit peu violent dans le marché, et on pourrait passer le twist et inverser le sens affiché au moment. D'accord. Donc ça, on l'a vu, la projection dans le futur, l'épaisseur du nuage et son importance, la comparaison avec la situation actuelle et celle de Vinci. Donc ça, c'est pour la lagging span. Voilà. Donc là, on est dans l'interprétation de la lagging span. C'est une ligne de confirmation du mouvement des prix. Elle est majeure. Et elle est incontournable dans l'élaboration d'une stratégie, puisque justement, c'est elle qui nous donne toutes les validations. Oui. Donc, on ne peut pas l'enlever d'un écran. Oui. Si on se dit, voilà, je suis en tendance, je suis au-dessus de la Tenkan de la Kijun, j'ai mon nuage qui est large, etc. Mais si ma lagging span ne valide pas, alors... on ne va pas trader on va pas faire. On va attendre un petit peu parce que quelquefois, et souvent je le mets dans mes analyses, je mets attention, la lagging span n'avait pas validé une sortie de nuage par exemple. Donc les prix sortent du nuage, on dit c'est bon, je peux y aller, mais non, la lagging span, elle ne valide pas. Donc après, il faut voir quels sont les systèmes de validation. Ils sont très précis, très clairs et très simples. Hein, c'est toujours par rapport à d'autres droites, c'est toujours les droites qui se rencontrent entre elles. Et cette validation va nous dire, oui, il y avait bien quelque chose, les prix ont tenté quelque chose, mais ils n'y sont pas parvenus parce qu'elle n'a pas validé. D'accord.
parce que ça correspondait dans le marché autrefois, dans le passé, à des points où le marché déjà n'était pas passé. Oui. C'est la mémoire du marché. Donc on revient sur le même niveau aujourd'hui, ça ne passe pas parce qu'il y a 26 périodes, ça n'était pas passé pour une raison XY, on n'a pas besoin de savoir pourquoi ce n'était pas passé, simplement ça nous rappelle qu'à cet endroit-là, ça n'était pas passé, donc prudence. C'est exactement ça, c'est donc prudence. Oui, elle valide comme elle peut dire d'être prudent. Voilà, exactement. Ça, c'est un graphique que tu m'as demandé de réaliser donc pour bien montrer que la lagging span prend les cours de clôture en considération et pas les mèches. Alors sûrement ça évite des pièges parce que les mèches c'est sacrément piégeux. Voilà, exactement. Donc le fait que quelquefois avec une mèche, là par exemple ici il y a une mèche qui descend très profondément, donc ça veut dire que quand cette bougie s'est construite, la lagging span est descendue jusqu'à ce niveau-là. Donc si on avait un Ishimoku complet, on s'apercevrait peut-être que ici on n'a rien, mais que là on avait peut-être un haut nuage que la lagging span est venue tester et on a rebondi, ce qui a fait rebondir les prix ici. Oui, donc c'est pour ça que tu attends toujours les clôtures. Tout à fait, parce qu'on peut très bien, là c'est pareil, on pourrait imaginer qu'on avait par exemple une Kijun, on est venu chercher la Kijun, etc. Si on l'avait cassée, l'information n'était pas du tout la même. Et c'est pour ça qu'il faut attendre impérativement les clôtures pour savoir si on se dégage ou non d'un certain seuil. D'accord. Très intéressant. The trend is your friend. Donc la tendance sera donnée par le nuage. Donc oui, on l'a vu, quand les cours sont au-dessus du nuage, ça va être une tendance haussière et inversement, puisque quand on est dans le nuage, c'est une situation d'équilibre. Voilà, exactement. Donc si on est au-dessus, ben, c'est logique, hein, on est vers le nord, donc on est haussier. Et une tendance s'affiche par une cassure du nuage par les prix. Donc c'est la sortie de la zone d'équilibre qu'est le nuage engendre la naissance d'une tendance à confirmer par la sortie en cours de clôture du nuage. Tout à fait. Donc, par exemple, si les prix étaient sous le nuage pendant un certain temps, qui traversent ce nuage et ressortent de l'autre côté, la tendance est inversée. On est en tendance baissière, on passe en tendance haussière. Et les prix à l'intérieur, oui. Voilà, les prix, voilà. C'est l'incertitude puisque c'est l'équilibre. Donc, tout le monde est d'accord sur le niveau. C'est ça, en fait. Hein, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Donc, la droite majeure, ça sera la lagging span, comme on l'a dit. Hein, donc, on va regarder son interaction avec un nuage, avec les prix, avec la Kijun, donc toutes les interactions qu'il peut y avoir. Et on ne prend pas de position sans validation de cette droite. C'est vraiment impératif. L'Ishimoku est très simple, ce sont des règles à respecter. Si on respecte les règles très précises, ça ne peut que fonctionner. Oui, encore une fois, la bourse c'est de la rigueur. Exactement. Et là, Ishimoku en est la parfaite représentation. Voilà. Il y a des règles à respecter, des validations à attendre. Et ça augmente la chance, la probabilité d'un gain sur une opération. Voilà, à partir de calculs mathématiques extrêmement simples, hein, parce qu'un point haut, un point bas divisé par 2 quand même, c'est, comme tu disais tout à l'heure, pas besoin de faire des grandes études pour ça. Donc, à partir d'un calcul extrêmement simple, il y a des règles très simples aussi. On respecte, on est carré, on est rigoureux, et ça ne peut que fonctionner. Donc, la lagging span, si elle ne valide pas, on ne rentre pas dans le marché, même si ça titille, même si on a envie, même si on a des convictions, on ne rentre pas, puisqu'elle n'a pas validé. Donc, la Kijun, pareil. Celle-là, c'est ma préférée. Je l'aime bien parce que, étant donné que je fais souvent des retracements de Fibonacci, le retracement de Fibonacci le plus important, c'est le 50%, et la Kijun, c'est ce qu'elle fait. C'est 50%, exactement. Donc, souvent, en fait, quand vous voyez un mouvement haussier, par exemple, prenons, je sais pas moi, le pétrole qui passe de 40 à 50, ben, on va avoir tendance, avant de faire une nouvelle tendance ou un changement de tendance, un retour à la moyenne, un retour sur 50% du mouvement, et puis c'est là où on voit si les acheteurs sont toujours là ou si au contraire on a un retournement de tendance. 50% c'est l'équilibre. Hein. Là, on parle toujours de la moitié. 50%, voilà, c'est quand on est à l'école, hein, quand on a 10 sur 20, et ben, c'est la moitié. Hein. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que c'est important. C'est cette droite-là donc, qui va nous donner effectivement toutes les informations pour entrer ou sortir du marché. Et elle représente effectivement 50% de retracement de Fibonacci. Ce qui fait que quand on va positionner son Fibonacci, si la droite, si les 50% ne tombent pas sur cette Kijun, c'est que notre Fibo est mal placé et qu'on n'a pas pris le bon mouvement en compte et que ce n'est pas ce mouvement-là qui est en train d'être corrigé. Donc ça nous permet, voilà, là c'est un apport de l'Ishimoku par rapport au Fibonacci. Donc ensuite, on va regarder ce qui va nous donner les informations pour entrer et sortir des trades, hein, vraiment dans le trading. Ça va être les relations entre la Kijun et la lagging span. Donc les prix vont nous donner une information par rapport à la Kijun, puisque la Kijun se trouve au niveau des prix, comme une moyenne mobile en même temps. La lagging span nous donne la mémoire de marché par rapport au niveau qui est travaillé en ce moment. Si elle nous valide, on rentre. Si elle ne nous valide pas, on ne rentre pas.
Donc c'est vraiment... Attends, il faut que j'aille rechercher ton livre. Parce que... T'as pas tout compris. Non, mais t'écris les préfaces, tu t'arrêtes à la page 3 et c'est bon. Voilà, c'est ça. Donc il va falloir, c'est vraiment les deux droites du système pour nous dire si on rentre ou on sort du marché. Le nuage nous donne les zones d'équilibre. Voilà, grosso modo, hein, c'est vraiment comme ça qu'on prend l'Ichimoku. Et la Tenkan, donc, est une droite plus faible. Elle va nous donner simplement des alertes en disant attention, peut-être que le mouvement est en train de se terminer. Si tu as envie de sortir, c'est bien, c'est le moment d'envisager la question. Ou alors, ça peut permettre de remonter ses stops sous la Tenkan quand on est dans un mouvement en tendance. Voilà, quand on voit qu'on peut effectivement arriver sur une fin de tendance, ça permet de recalibrer. Ou jouer un pullback, cassure de Tenkan, pullback dessus et hop, retour direction Kijun. Exactement, ou de re-rentrer dans le marché, c'est-à-dire qu'on va venir tester la Tenkan parce que les prix s'en sont trop éloignés, on va venir tester la Tenkan et si elle tient, à ce moment-là, on sait que le mouvement repart et on peut renforcer une position ou rentrer dans le marché si on n'y était pas. Parce que ce que je disais ce matin, notamment, on l'a vu ces dernières séances sur le CAC et le DAX, on est dans des mouvements haussiers très puissants. Souvent, on se demande quand est-ce qu'on peut rentrer, si on peut rentrer, etc. Et puis alors, acheter sur cassure haussière, c'est pas toujours très évident. Par contre, quand on voit le point bas créé par les attentats piles sur un support de moyen terme, puis le point bas créé à 4780 points il y a 2 jours quand il y a eu un avion russe abattu par les Turcs, on a eu pile poil un repli sur support et donc je suppose que ça devait être très près de la Tenkan et donc vu qu'en tendance haussière c'est plus évident, on a une probabilité de gain supérieure et une position plus facilement sécurisable avec un stop proche sous la Tenkan, l'utiliser pour jouer une tendance puissante c'est pas mal du tout. Tout à fait. Alors par contre, contrairement aux moyennes mobiles, les personnes qui utilisent des moyennes mobiles s'attachent au croisement des moyennes mobiles. Ici, on ne s'y attachera pas du tout parce que souvent ça va arriver, notamment dans le court terme, ça va arriver à contre-tendance. Pourquoi? C'est toujours le même principe. La Kijun, c'est 50% d'un retracement. Donc si on attend que la Tenkan casse la Kijun, on a déjà perdu 50% du mouvement. Ouais. Hein, dans le cas et en cas de grosse conso, on est déjà sur un point bas. En fait. Et voilà, et exactement. Et ou alors, quand on est dans un marché qui ne sait pas vraiment prendre une grande tendance, on va se retrouver systématiquement à contre-tendance. Donc le croisement entre la Tenkan et la Kijun, on les oublie, ça ne fonctionne pas comme les moyennes mobiles. Une petite question d'Yacine qui dit comment privilégiez-vous une unité de temps sur une autre? Alors ça dépend de son unité de temps de trading déjà de base. Hein, si on est quelqu'un qui fait du swing... Souvent tu en utilises 3 en plus. Hein. Il faut en utiliser 3. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 unités, on va avoir son unité de temps de trading, par exemple quelqu'un qui aime bien le 1 heure, il va se positionner sur le 1 heure, ça va être pour faire sa stratégie. Et il va mettre 30 minutes et 4 heures. Alors on ne met pas le 30 minutes. Ah oui, tout. On met le 15 minutes. Donc on va déclencher sa position et sortir sa position sur le 15 minutes. Puisque 15 minutes, hein, 4 x 15, ça fait 60. Là aussi, il faut faire 1 heure x 4, voilà, 4 heures. Ah oui, effectivement, ça va très loin. Tu vois, tu n'as pas les mêmes études que moi, ça se voit. Et là, 4 heures va nous donner les objectifs. Essentiellement, et éventuellement les stops, parce que ça nous donnera un stop un petit peu plus éloigné que si on la met sur notre écran de stratégie. Donc on aura le 4 heures ou le daily pour l'ensemble, dire tiens je vais acheter ou je vais vendre aujourd'hui. Le 1 heure me dira quelle stratégie je vais faire, je vais jouer tel mouvement, je vais chercher telle zone, tel support ou telle résistance, ou je vais traverser mon nuage par exemple. Et le 15 minutes va me dire c'est maintenant que je rentre, parce que dans mes 4 x 15 minutes, j'ai eu ma correction sur 15 minutes, et là maintenant c'est bon, mon 1 heure va démarrer. D'accord, donc souvent on fait des triptyques. Tout à fait. On a un support, on a 3 graphiques d'ouvert les uns à côté des autres. Je vous montrerai comment on fait tout à l'heure. Donc là on a vu les droites, on a vu leurs interprétations, puis tes interprétations aussi, puisqu'avec l'expérience et tout ça tu as donné plus d'importance je pense à certaines droites que d'autres, à certains croisements ou à l'importance du nuage. Donc tout ça on peut le retrouver dans ton livre. On est bientôt à 1 heure, je voudrais pas perdre notre valeureux public, donc on va peut-être passer à une analyse du DAX qui est très tradé, qui est très suivi par les traders, et puis on a vu tout à l'heure en plus que le DAX était particulièrement propre. Oui, c'est un actif que j'aime beaucoup avec l'Ichimoku. Hein. C'est vraiment. Alors, l'Ichimoku marche sur tout. Hein. Ça marche sur les indices, sur les actions, sur les matières premières. On peut le mettre vraiment sur tout actif. Hein. C'est comme un MACD, ça fonctionne sur n'importe quel actif. C'est pas simplement du forex. Je fais du forex par goût personnel, mais ça marche absolument sur tout. Hein. D'accord.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le DAX. Moi, je vais essayer de trouver mes supports et résistances qui me sont donnés en fait par le chartisme Bon, là, principalement. je vais faire une tasse de thé le temps que tu fasses ton truc. C'est bon. Et donc voilà, ça c'est l'analyse graphique. Donc on va mettre des supports de court terme et de moyen terme. Donc le support de moyen terme quand même, je dirais qu'il se voit un petit peu comme le nez au milieu de la figure. Oui, On a eu ici vraiment une inversion de polarité. Là, tu parlais d'équilibre, déséquilibre, on peut parler d'inversion de polarité aussi. Donc là on était dans une polarité baissière et puis là on a repris le point haut précédent. Alors c'est aussi la théorie de dos, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la notion de tendance baissière, c'est des plus hauts de plus en plus bas. Et des plus bas de plus en plus bas, et puis la tendance haussière c'est des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. Donc forcément, quand on casse un point haut précédent, c'est qu'on est potentiellement en train de faire naître une tendance haussière de moyen terme, et quand on fait naître une tendance, on crée un niveau clé, et ce niveau clé, vous voyez, a été testé parfaitement. Ensuite, j'ai un deuxième niveau qui m'a été donné ici, puisque on a fait un point haut. Alors c'est une zone de prix, j'aime bien parler de zone de prix souvent, puisque les indices ils s'arrêtent pas à 10 points près. Donc ici j'aurais tendance à prendre ce petit carré là, et puis comme d'habitude on sait que quand il y a un retour sur support, il y a souvent une mèche, que c'est la clôture qui importe. Donc voilà, ça m'a donné ces deux zones de prix là, et puis aujourd'hui pour moi l'exercice est facile puisqu'il nous restait un gap datant du mois d'août, et donc le cours du clôture de 11 août c'est 11 320 points me semble-t-il, et donc ça c'est ma résistance. Donc en gros j'ai support 1 et 2 qui sont ici, là. Alors je le mets en majuscule, lui on sait que c'est le gros. Et puis donc j'ai une résistance sur laquelle on est là, donc c'est un objectif théorique aussi. Et puis si on cassait cela, théoriquement, donc on va chercher les plus hauts précédents, et puis je dirais même cette zone ici qu'on retrouve, qui a été travaillée par le passé, parce que Ichimoku n'est pas le seul indicateur à garder dans le passé. Et donc résistance 1, résistance 2. Donc vous voyez, je vais utiliser ici des niveaux horizontaux, parfois je vais utiliser des figures chartistes, parfois je vais utiliser des droites de tendance qui vont m'aider à construire tout cela. Mais en tous les cas, il y a un certain exercice, si je puis dire. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est que je peux peut-être tout supprimer. Je garde tout, oui, et je mets un Ichimoku par-dessus. Ton support 1. Alors, mon support 1. 8. Outil de dessin. Hop. Donc, je remets mon support ici. Voilà. Et on va mettre un Ichimoku par-dessus. Voilà. Donc, dans les indicateurs, Ichimoku. Et là, c'est plus simple, c'est un clic. C'est un clic et voilà. Là, on n'a pas le temps de se faire une tasse de thé. Alors... Donc, on voit que le niveau de support moyen terme, en fait, ici, c'était la Tenkan. La Kijun. Alors là, c'est la Kijun, et c'est même la Kijun qui est à gauche. C'est le niveau de Kijun qui est à gauche. D'accord, donc il y a eu un plat de Kijun ici, tu viens chercher ce plat-là, et ça renforce la pertinence du fait que ici... Parce que là, on a aussi encore un niveau de Kijun. Alors, il n'existait pas au moment où la bougie verte s'est créée, hein, mais on avait par contre le haut du nuage. Donc, on avait une Kijun dans le prolongement d'une USSB. Oui. J'ai dit tout à l'heure qu'une USSB, c'était 2 Kijun. Donc là, on a 3 Kijun en même temps. Donc, on comprend bien que c'est un niveau. D'accord. Ah, voilà. Donc ça, c'est pour le support de moyen terme. Voilà. Le support de court terme, c'est la fameuse Tenkan, la petite qui suit les cours en dynamique. Exactement. Donc on voit que là, si par exemple les prix décidaient de rebaisser, elle viendrait à ce niveau-là. Alors par contre, vu la hausse qu'on a aujourd'hui, et étant donné que ça décale tous les jours d'une période et que ça prend les 9 dernières périodes, demain, elle va grimper furieusement. Voilà, exactement. Parce que demain, ce qu'il faut voir, c'est que la grande bougie verte, post-attentat, voilà, ici, donc aujourd'hui, on prend le point bas de cette bougie-là dans le calcul des 9. Dans le calcul de la moyenne. Voilà, dans le calcul de la 9. Demain, on ne prendra plus puisqu'on décalera d'une bougie. Donc demain, on va passer effectivement sur cette bougie-là. Ouais. Donc notre Tenkan, elle va monter fortement, elle va monter de l'équivalent de cette bougie-là. Alors si en plus on fait un nouveau point haut demain, ce sera la moyenne de ceci. Voilà. Mais si on fait en plus demain, on faisait un nouveau point haut, à ce moment-là, on monterait d'autant. Hein.
puisqu'on prend la moyenne entre le point bas et le point haut. Donc notre point bas va remonter, et notre point haut risque de remonter aussi. Donc auquel cas, notre point moyen va remonter fortement. Donc la Tenkan va remonter. Alors la Kijun, pas nécessairement, parce que la Kijun, elle est sur 26 périodes, donc ce point bas va rester pendant 26 périodes. Donc la Kijun, elle devrait par contre se mettre à faire un plat. D'accord. Alors là, je voulais justement montrer quelque chose dont on a parlé tout à l'heure, c'est le fameux twist. Oui. Donc là, s'il avait fallu que ça s'inverse, en fait, il aurait fallu qu'après les attentats, boum, on redescend, on casse, et là, ça aurait été donc potentiellement un retournement de fin d'année et un marché baissier. Exactement. Donc ce qu'il y a, c'est que là, en regardant ici, donc si on enlève ce mouvement haussier qui est ici, si on s'arrête à ce jour-là, là, on avait un twist ici. Donc un risque et donc voilà, si nos prix avaient continué à latéraliser, on avait un risque ici puisqu'il n'y a plus de support en fait, c'est ça l'idée, c'est que le support est ici et puis là il n'y a plus de support et il y a un trou, donc les prix peuvent passer. Là on voit bien qu'avec le mouvement qui est en train de se passer, ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas baisser, les marchés ils font ce qu'ils veulent, nous on ne regarde que des dessins, donc ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas se retourner violemment à la baisse, on n'en sait rien, mais dans l'immédiat, plus les prix s'en éloignent, plus ce twist n'a plus de pertinence. En plus on voit que le nuage ici est en train de partir très fortement lui aussi à la hausse. Oui. Donc il est vraiment en train de nous confirmer une tendance haussière. Donc tendance haussière, donc ça veut dire que on arrive en plus au mois de décembre. Donc c'est là aussi où tu n'es pas obligé d'amener forcément du fondamental dessus, mais tu es quand même en tant que trader, la saisonnalité, tu suis les marchés. Bien sûr. Donc la saisonnalité, il y a l'effet décembre, il y a l'effet rallye de Noël, et puis il y a l'effet Père Noël, Draghi, notre nouveau Père Noël, qui va peut-être donc la semaine prochaine lancer un peu plus de quantitative easing pour soutenir les marchés. Et donc, c'est ça que jouent les opérateurs et c'est pour ça que le marché monte. Alors, toi, en résistance, comment tu trouves ces mêmes niveaux que... Alors, l'astuce avec ou peut-être d'autres niveaux. Alors, l'astuce avec l'Ichimoku, c'est de balayer. Donc, avec le curseur de cette façon-là, on va balayer. Et on va chercher toutes les droites d'importance qui se sont trouvées à gauche, là, pour le coup. Donc là, on avait une première résistance qui était ici, donc qui a été quasiment atteinte sur la bougie d'hier, d'accord. Et là, aujourd'hui, on a donc, c'était un plat de Kijun et un plat de SSB. Et un plat, de SSB. Donc, on avait une Kijun dans le prolongement d'une SSB. Et hier, on l'a pratiquement atteint, d'accord. Et là, aujourd'hui, le nouvel objectif, si je puis dire, il se trouvait ici. C'est ici, on a une SSB. D'accord. Et on voit que voilà, c'est un niveau qui est travaillé. On a tenté de le dépasser aujourd'hui et que là, pour le moment, les prix sont en train de revenir dessous. Donc, si on arrivait à casser ce nouveau niveau, on a à nouveau un plat de Kijun ici. Et vous voyez que ça a été atteint aujourd'hui. C'est celui sur lequel on s'est arrêté aujourd'hui. Voilà, la mèche a été pile poil dessus. Donc, après, on va chercher le niveau suivant. Ici, voilà, on a une SSB, donc à 11 597. Et puis après, voilà, ton autre niveau de résistance, tu vois, il est là-haut, à 11 781. D'accord. Et donc la résistance de moyen terme, c'est celle-là. Voilà, on va chercher les supports et résistances en balayant l'écran tout simplement et en regardant en particulier à gauche. Là, on est trop loin à droite. À droite, on n'a plus rien. On a un nuage qui nous dit que c'est haussier. Maintenant, si les cours venaient à corriger, on regarderait à ce moment-là la Tenkan et la Kijun pour nous donner des supports et voir le nuage après. Ouais, donc il y a vraiment besoin de maîtriser, si je puis dire, déjà l'Ichimoku, son fonctionnement, ses droites, ses interactions, pour pouvoir faire une analyse quand même complète. Certes, d'un coup d'œil, ça te donne la big picture. Voilà, tout à fait. Non, mais c'est sûr qu'il faut quand même connaître bien ses droites et savoir ce qu'elles représentent. Mais après, c'est extrêmement simple. Je veux dire, il faut se donner la peine de comprendre ce que représente chaque droite. Et après, c'est très simple. C'est un balayage d'écran avec une droite. Tu veux qu'on regarde le pétrole ? Oui, on peut regarder le pétrole. Alors, le pétrole, on va prendre le WTI. Ça te va ? Oui. Le WTI. Je suis un peu moins familière avec le Brent. J'aime pas trop. Ah, sinon, j'avais une action. Puisqu'on dit souvent que les Ichimoku sur action, ça... Oui. On en fait peu. Alors, je me suis amusé à faire ça tout à l'heure. Tu vas me corriger si je me trompe. Mais aujourd'hui, en fait, il y a eu une annonce selon laquelle la Chine serait susceptible d'aider un petit peu tous les producteurs de métaux en achetant de nombreux métaux, dont l'aluminium, dont le zinc, etc. Et donc, on a une société en France, Eramet, qui fait partie de ce secteur-là, dont le cours a été divisé par 3 cette année. Donc j'ai mis un Ichimoku dessus pour voir. C'est superbe, hein.
Donc là, on voit bien donc la Tenkan tendance. et la Kijun qui à chaque fois ont bloqué en fait les prix. Ça fait résistance et même Ça là, fait on voit résistance bien tout que le temps. voilà, le mouvement était quand même bien installé ici, puisque c'est même la Tenkan Oui, qui a fait la première. résistance. Même pas C'est-à-dire besoin qu'on- d'aller chercher voilà, la on ne va seconde. même pas chercher, puisque l'idée c'est que si on casse une Tenkan, la Kijun devient notre deuxième niveau de résistance. Hein. Et là, on voit que c'est carrément la Tenkan qui bloque les prix. Hein, et ça descend Donc vraiment. c'est Là, on tente, mais une on voit qu'on ne va puissance pas de chercher la la tendance Kijun. très forte. Exactement, exactement. Et là, on casse une première fois la Tenkan, donc on va chercher la Kijun. Malheureusement, la tendance reprend ses Ça droits. reprend, voilà, exactement. Et là, on a un Et là, nouveau- de nouveau, on a on quelque a chose de- qui se de passe. nouveau, Donc quelque là, on a chose qui cassé se la passe. Tenkan. La Kijun à 34 € est un premier objectif théorique. Et le deuxième objectif, c'est d'aller chercher Après, c'est le nuage. le nuage. C'est le dernier rempart. Et on voit bien, on a un nuage baissier qui est très très propre. Mhm. Hein. Donc là, pareil, on voit, pour revenir sur l'idée du twist, hein, bon, voilà, les prix n'avaient quasiment aucune chance d'aller chercher ce twist et donc d'inverser cette tendance Naissante. voilà, cette tendance naissante hein, à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que c'était bloqué par la Kijun et la Tenkan. Donc là, on sait que le twist, il n'a pas d'intérêt. Alors moi, après, en analyse graphique, technique, donc je vois un double bottom, ça me donne une première alerte sur le fait qu'il peut se passer quelque chose. J'ai un croisement du MACD, une divergence sur le RSI. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que tout ça, vous inquiétez pas, je ferai des webinaires là-dessus très bientôt. Et donc toi, tu trouves 34 en objectif. Alors moi, je trouve ça intéressant les 34 parce que tu vois, c'est le niveau de gap. Donc les gaps, les trous de cotation qui datent ici du 4-5 octobre. Donc c'est très propre. Donc ce serait ressorti aussi comme un niveau d'importance. Et puis je pense qu'on peut tracer un joli petit canal baissier. Voilà, ici. Et ce canal baissier, j'avais remarqué, c'est pour ça que je l'avais mis de côté, que en fait la borne haute du canal se confondait avec la Tenkan. Voilà, Donc tout en à fait. gros, moi j'avais une cassure de canal, toi tu avais une cassure de Tenkan, mais tous les deux on voyait cette chose-là qui nous On voit la même donnait chose. Hein. un objectif théorique. Toi tu avais une Kijun, moi j'avais un gap laissé par le passé. Voilà. Et l'objectif suivant, ça va être le nuage. Et le plat de Kijun qui est ici. Voilà, exactement. Voilà, donc vous avez bien compris, quand Karen repart en voyage, je ferai des émissions spéciales Ishimoku. Bon, c'est très intéressant en tous les cas. Est-ce que Oui. tu veux qu'on regarde le WTI On regarde quand même le d'un pétrole. coup d'œil? Voilà, juste d'un coup d'œil. Alors, le WTI, le voilà. Oui, donc on va faire comme Ishimoku, comme le nom de l'Ishimoku. Hein. Donc on va faire un coup d'œil rapide. Alors, pour continuer toujours dans ce jeu-là, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais te dire où ressortent mes niveaux techniques clés, et puis on va voir ce que nous donne l'Ishimoku. Donc en outil de dessin, donc moi j'avais un range, hein, donc le range il est très clair. Après ça, j'aime bien considérer cela comme un excès parce que tu vois, on est passé dessous, puis le lendemain il y a eu la stat, Oui. on est reparti tout droit. Le niveau horizontal le plus important ici qui m'est donné, il est à 44. Oui, et tes corps restent dans les mèches, donc c'est les mêmes points. Oui. Après, toi comme moi, on fait des droites de tendance, et la droite de tendance ici qui passe par tous les plus hauts, elle nous donne un croisement, donc un cluster pour ceux Voilà. qui ont retenu. Donc un niveau horizontal doublé d'un niveau oblique nous donne donc un double niveau, soit un cluster. Et donc ça, c'est ma zone de résistance. Voyons ce que donne l'Ishimoku quand on le met par-dessus. Est-ce que la Tenkan ou la Kijun ressortent également ? D'accord, donc on a la Kijun plus la SSB en fait qui se confondent à 44 Exactement. € et qui nous Donc donnent on a vraiment exactement le même niveau. une résistance Voilà. parfaite à ce niveau-là. Quoi. Alors là, par contre, effectivement, ce qu'on voit aussi, donc la droite de tendance, je les mets aussi, hein, Uh-huh. parce que c'est vraiment incontournable, mais là, même chose, hein, attention, on a un twist ici. C'est amusant Donc, parce que si tu casses la droite de tendance, tu vas chercher et le voilà, twist, et voilà. là, alors là, si ça passe, Eh ben, ça voilà. peut potentiellement exploser. C'est pour ça où là, c'est vraiment intéressant, parce que justement, on a notre droite de tendance, on dit attention, hein, cassure de droite de tendance, et derrière, en plus, on a un passage faible. Donc là, pour le moment, on va dire que ici, c'est une zone de résistance qui est forte, hein, puisque aussi bien en chartisme classique, on voit ici, d'ailleurs, on a aussi un plat de Kijun, hein, là, on a un plat de SSB. Donc, là, Donc on la a zone vraiment... 43-44 est minée en quelque Voilà, sorte. là hein. pour le moment, voilà. Mais on voit que plus on va s'acheminer, donc quand on l'a au 17 décembre, hein, à partir de la mi-décembre, il peut y avoir une possibilité, effectivement, si on casse ce niveau-là, derrière, on a un twist, donc même en Ishimoku, on n'aura plus rien, ça sera très fragile.
Alors, nous passons une dédicace spéciale à Jean-Étienne Lenné. Bonjour Jean-Étienne, qui dit à Karen qu'elle est toujours aussi passionnante. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-Étienne, eh bien, ce sera peut-être le prochain à passer à ta place avec moi pour une interview de spécialiste. En tous les cas, Jean-Étienne, on te passe le bonjour. Pour finir avec le pétrole, on a dans quelques semaines potentiellement des réunions de membres de l'OPEP. Et donc, c'est là aussi, les pays du Golfe se mettaient d'accord, tapaient du poing sur la table et baissaient leur production. On pourrait potentiellement avoir une rupture d'oblique et une rupture de twist. Et là, un signal haussier majeur. Bon, malheureusement, ça fait 1 an qu'ils ne se sont pas accordés malgré la baisse. Et donc, il n'est pas certain que cela va être le cas. Alors, on peut aussi faire du fondamental bas de gamme, hein, comme moi j'aime bien le faire de temps en temps, et en particulier avec le pétrole, parce que ça m'amuse toujours. C'est qu'on peut peut-être se dire qu'au 17 décembre, il fera très très froid aux États-Unis. Qui dit froid dit la neige, qui dit la neige dit du chauffage. Et donc... peut-être aussi, point de vue météo intéressant. C'est voilà, prochain livre, la météo et l'Ishimoku. Super. Bon, eh bien, écoute, Karen, merci beaucoup. Ça fait déjà 1h10 que l'on discute. J'espère que nos auditeurs ont trouvé donc ce webinaire intéressant. Sachez que pour ceux qui voudraient le revoir ou l'envoyer à leurs amis, ce webinaire est enregistré. Donc, le temps de le mouliner cette nuit et de le mettre sur YouTube. Et vous pourrez le revoir. Et puis Karen, j'espère que ce sera pas on va le poster sur Twitter dès demain. Et puis j'espère que ce sera la première fois d'une longue série que l'on te retrouve à nos côtés entre 2 voyages si tu as le temps de faire une petite halte et de faire... J'attends que tu progresses dans la lecture du livre et que voilà. J'y travaille. Voilà, sur ce, merci à tous pour vos commentaires. On a eu énormément de commentaires positifs. J'ai fait le tour tout à l'heure. Il y avait quelques questions, mais elles ont toutes été passées. Merci à tous pour que du commentaire positif. Merci bien. Eh bien, écoutez, sachez que dès demain, vous pouvez me retrouver pour la matinale. Donc la matinale, pour ceux qui ne savent pas où cela se trouve, vous allez sur le site de CMC Market. Et là, en fait, où vous êtes inscrit pour Ishimoku, eh bien, vous vous inscrivez pour la matinale. La matinale est une émission qui a lieu tous les matins à 10h du matin. Et alors par contre ce soir vous avez pu accéder au webinaire en appelant la matinale, ce n'est pas le cas, sachez-le, et je vous attends donc demain matin 10h pour cette émission. Voilà, merci beaucoup Karen d'être passée, on espère que c'était un beau webinaire d'initiation et on vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée à tous et merci.